Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 9 octobre. C'est officiellement la fin des tours d'eau. Laurent Bernier, le président du SIAG, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, l'a confirmé ce matin au cours d'une conférence de presse. L'occasion également de parler de la nouvelle organisation du syndicat ainsi que du bilan financier. Le reportage de Karine Gielman. Objectif fixé à 10 ans pour la rénovation du système de distribution de l'eau en Guadeloupe. La fin des tours d'eau a été officiellement annoncée, mais la casse et la vétusté restent un handicap. Tout le monde est contraint, tout le monde est pris en otage par un système hydraulique qui est usé, qui est à bout de souffle et qui doit être changé. Et pour le changer, il y a au moins 10 ans d'efforts financiers à consentir. Bien entendu, de toutes les institutions. Mais moi, je souhaite un plan avec la mobilisation dès le 1er janvier 2016 pour que d'ici 10 ans, sinon moins, nous consacrions entre 600 et 700 millions d'euros à transformer la Guadeloupe en la matière. Ce plan-là va s'établir avec des financements publics, c'est évident. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire participer les financements privés. L'effet de levier n'est que multiplicateur et fait partager la réussite, mais fait aussi partager le risque de l'échec. Mais ce plan-là, il va faire aussi appel aux clients de manière proportionnée. Il ne s'agit pas de faire payer de manière inique, cynique, les Guadeloupéens qui ont déjà beaucoup payé. Jeudi, le directeur du SIAG a été débouté dans sa plainte à l'encontre du Grand Sud Caraïbes, en cause une dette de 6 millions d'euros. Je suis dans une logique qui consiste à donner de l'eau aux Guadeloupéens. Je ne sortirai pas de ce chemin-là. Vous savez bien que certains veulent m'orienter sur un autre chemin. Je ne serai pas l'auteur ou le déclencheur d'une quelconque guerre de l'eau en Guadeloupe. Un système de distribution unique reste une volonté pour le SIAG, affaire à suivre. Au chapitre environnement a lieu en ce moment en préfecture une réunion au sujet des sargasses. Le préfet de Guadeloupe réunit le comité de pilotage du protocole de mobilisation. Les collectivités territoriales ou encore l'ADEME sont présentes. Ce comité a été créé le 20 juin dernier. Mais depuis, quelle est la situation? On fait le point avec Muriel Barlagne. Face à la nouvelle invasion d'algues brunes, le 20 juin 2015, la préfecture et les collectivités locales ont signé un protocole de mobilisation et de solidarité permettant de faire face aux arrivées massives d'algues sargasses sur le littoral guadeloupéen. Un appel à projet a été lancé pour collecter les algues, éviter leur échouage et les valoriser. Un fonds de secours et de solidarité doté de 1 500 000 € a également été constitué. Entre-temps, en mai, Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, a annoncé à son tour un plan d'action en 3 volets. En plus d'améliorer la connaissance sur le phénomène, il s'agit d'aider les collectivités pour le ramassage des sargasses par la création de brigades vertes, mais aussi d'appuyer la mise en place d'infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, a de son côté engagé 3 millions d'euros. Les maires de Guadeloupe ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes les plus touchées, mais ces demandes ont été rejetées par le ministère de l'Intérieur. L'urgence est de ramasser les sargasses. Des propositions et des tests de machines innovantes comme le Sargator ont été faites. Pour l'heure, la valorisation des sargasses est au stade des réflexions et des études. Les parents d'élèves sont invités aujourd'hui et demain à faire entendre leur voix dans les urnes. Les élections des représentants des parents d'élèves ont lieu dans tous les établissements scolaires de Guadeloupe, de la maternelle au lycée. Éric Pommier a justement suivi quelques parents ce matin au collège du Rézé.
Nous sommes au collège du Rézé, effectif 709 élèves. Aujourd'hui, comme chaque année, se déroule la traditionnelle journée de l'élection des représentants des parents d'élèves. 3 femmes sont aux commandes de l'opération des votes. SCPE et FAPEG, les plus représentatifs des fédérations, se partagent les tâches dans une ambiance sereine. Le rituel est le même, les procédures sont précises. Et comment cela se passe? Les enveloppes avec le matériel de vote sont remis aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a 2 parents, les 2 parents votent. Chacun vote. Et le vote peut être par correspondance. Dans ce cas, le parent remet une enveloppe, soit par le biais de l'enfant, soit il vient lui-même la déposer. Ou alors le vote peut se faire en direct. Et dans ce cas-là, il vient, il dépose son enveloppe et il signe. Les votes s'effectueront de 7h à 13h. Tout est minutieusement agencé. Les journées de vote, un travail de fourmi. Tout passe en revue. On ne badine pas avec les votes. C'est un travail pointilleux parce que dès qu'il y a élection, il peut y avoir des vérifications. Donc nous sommes plusieurs dans ce bureau pour pouvoir prendre les bulletins, les mettre dans l'urne et surtout noter le nombre d'électeurs de votants. Cette mère de famille, chaque année, se rend aux urnes. Un devoir de parent auquel elle ne déroge pas. La qualité des études de son enfant dépend de l'implication des parents. C'est-à-dire que quand on est parent, on n'a pas souvent l'occasion d'être présent. Donc on vote pour des gens qui ont la possibilité de le faire pour nous, de parler à notre place. Parce que souvent, on n'est pas écouté. Enfin, on n'a pas trop le temps de venir au collège. Donc il y a des gens qu'on va élire aujourd'hui pour pouvoir aller discuter avec les responsables qui se trouvent au niveau du collège du Rézé. 11h15, le taux de participation était de 14%, soit 159 votes déjà enregistrés, 1066 électeurs sont inscrits. L'an dernier, le taux de participation était de 20%. Au chapitre santé, la journée interrégionale sur l'insuffisance rénale chronique et la greffe rénale avait lieu hier au WTC à Jarry. Une journée qui se déroulait en même temps à Fort-de-France et à Cayenne. L'un des objectifs, renforcer la pratique de la greffe rénale dans notre région. Plusieurs thèmes ont été abordés. Le reportage de Nicolas Beaubrun. L'insuffisance rénale chronique et la greffe rénale dans les départements français d'Amérique, c'était le thème de cette journée interrégionale organisée par l'Agence de la Santé. Sous la forme d'une visioconférence, les 3 ARS Antilles-Guyane ont pu partager cette session de travail. Là, vous avez eu ce matin un exemple très intéressant, on va dire, de volonté, de rapprochement, de coopération et de cohérence entre les 3 départements, parce que réfléchir sur justement la greffe rénale, c'est un exercice qu'on veut, à la fois sur le plan réglementaire, mais aussi en termes de volonté politique, organisé à l'échelle interrégionale. On a présenté ce matin ce qu'on appelle le schéma interrégional d'organisation sanitaire. L'Agence de la biomédecine, qui a pour rôle de suivre les problématiques de santé publique, était également présente. Alors ces échanges sont extrêmement fructueux, ils permettent d'améliorer la collaboration. L'objectif étant que les patients de ces régions d'Amérique puissent être transplantés sur site plutôt que de partir en métropole. Comme on sait qu'actuellement, l'équipe du CHU de la Guadeloupe, en collaboration avec les autres acteurs de la greffe Antilles-Guyane, sont dans des résultats tout à fait comparables aux CHU français. Les principaux cas vérifiés des insuffisants rénaux chroniques terminaux sont dus à l'évolution de l'hypertension artérielle et des maladies comme le diabète, le surpoids. Des maladies qui pourraient être évitées en considérant davantage son potentiel santé. Pour les personnes atteintes, lorsque la maladie a atteint un stade évolutif tel qu'on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est la dialyse, bien entendu, la dialyse rénale, qui donne un bon confort de vie. Et la méthode la plus efficace et qui donne un confort de vie total, c'est la greffe rénale. L'accès à la greffe aux Antilles-Guyane, pour les patients qui peuvent accéder à une transplantation, est inférieur à la moyenne de métropole, mais est tout de même en augmentation. Nous sommes contents du fait qu'on ait pu mettre la transplantation aux Antilles-Guyane, parce qu'avant, on était obligé systématiquement de partir en métropole. Et c'est vrai que le fait d'avoir un centre de transplantation ici aux Antilles-Guyane, c'est un plus, puisque quand il y a un greffon qui est disponible, plus on raccourcit le temps de transplantation et plus on a les chances effectivement que cette greffe soit une réussite. À ce jour,
Il y a 175 inscrits sur la liste d'attente pour la greffe de rein. L'objectif est de doubler en 2 ans l'ensemble des transplantations réalisées aux Antilles-Guyane. Un mot à présent de l'actualité dans la Caraïbe avec le retour des paquebots de croisière sur l'île de la Dominique et ce malgré les dégâts provoqués par la tempête tropicale Erika. Le Carnival Royal Princess a fait escale cette semaine dans la baie de Woodbridge. Il sera suivi très prochainement par le Carnival Liberty la semaine prochaine. Ceci marque donc le retour de cette compagnie américaine sur l'île de la Dominique après une pause de 5 ans. En tout, pour cette saison, 174 escales sont prévues, comme l'a d'ailleurs confirmé le ministre du Tourisme dominicain Robert Tonge lors d'une conférence de presse. Il a également ajouté que 77 des 88 établissements pouvaient bien accueillir les touristes. L'accès routier aux principaux sites touristiques de l'île a également été restauré. Ouvrons à présent notre page des sports et nous allons parler athlétisme avec notre invitée. Bonjour Marie-Laure Cibou. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association sportive athlétique de Petit-Bourg qui organise un événement désormais récurrent, c'est la course des 10 km NACAC de Petit-Bourg, ce sera samedi prochain. Première question, que signifie NACAC ? Alors la NACAC, c'est la Confédération d'athlétisme Nord-Centramérique de la Caraïbe. Donc il va y avoir plusieurs coureurs venus de toute la Caraïbe. De toute la Caraïbe. Nous avons effectivement 19 délégations. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Oui, tout à fait. Alors, nous avons la Dominique, nous avons la République dominicaine, nous avons Antigua, Jamaïque, l'Espagne, les îles Vierges américaines, la Guyana. Ils étaient déjà présents, ces délégations étaient déjà présentes l'année dernière ? Oui, seulement la République dominicaine qui n'y était pas, qui y arrive. Nous avons Curaçao, Martinique, Saint-Martin. Ensuite, nous avons aussi le Canada, Saint-Vincent et le Grenadines, Grenade, le Kenya, Trinidad et Tobago, Cuba, Porto Rico, Sainte-Lucie et le Mexique. Alors, est-ce que c'est une course professionnelle ou pour les amateurs ? Il y a aussi professionnels, il y a aussi pour les amateurs, aussi il y a des gens qui veulent venir. L'inscription est à 10 €. Nous avons commencé déjà les inscriptions aussi en mairie. Ils peuvent s'inscrire aussi sur le site Sport Timing Caraïbes. Et aussi le circuit, il est fermé exactement à 15 h, puisque après nous avons une caravane publicitaire qui va partir et qui sera aussi pour les spectateurs qui seront aussi sur la course. Alors le plus important pour nous, c'est que les gens puissent venir s'inscrire en semaine et il y aura l'inscription toute la journée en mairie, le samedi même de 8 h jusqu'à 14 h 30. Combien de coureurs vous attendez ? 300, aux alentours de 300 coureurs. Alors quelle est la principale difficulté de cette course ? Il y a du boss qui vont passer 2 fois, mais après, sinon, il n'y a que du plat. Et je pense que les coureurs qui ont l'habitude, il y a ceux qui s'entraînent déjà sur le circuit. Pour eux, c'est l'événement aussi, pour eux, de participer à un 10 km international. Alors, la course débute l'après-midi, ce sera à 16 h. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tard en raison de la chaleur? C'est vrai que généralement les courses ont lieu le matin. Pourquoi cet horaire de 16 h? Non, mais les courses au stade, c'est plus l'après-midi. Le départ il est à 16 h, le soleil tombe un petit peu déjà. Le temps qu'ils arrivent, vous voyez, on ne voit pas que les professionnels, les internationaux. Les internationaux vont le faire en 30-40 minutes et il y a ceux qui arrivent en 1 heure aussi. Alors sinon après, ce serait trop tardif. Alors il y a beaucoup donc de délégations étrangères, délégations de la Caraïbe. Il y a quand même des Guadeloupéens qui participent à cette course. Oui, il y a des Guadeloupéens puisqu'il y a aussi des prix dans toutes les catégories. Il y a aussi pour les vétérans, il y a toutes les catégories. Il y a un prix aussi pour le premier petit bourgeois, les juniors et tout, et seniors. Il y a des prix pour toutes les catégories. Donc cette course aura lieu samedi et donc les inscriptions, c'est uniquement le jour même de la course? Non, pas du tout, puisqu'il y a une inscription sur Internet sur le site Sport Timing Caraïbes, aussi en mairie, et aussi toute la journée du samedi matin. Une dernière question pratique. Vous disiez justement qu'il y a plusieurs routes qui seront fermées, donc 1 heure avant la course. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails pour les habitants de Petit-Bourg? Alors, pour les habitants de Petit-Bourg, il y aura aussi des communiqués, il y aura aussi des papillons, des flyers qu'on dépose pour les informer que le circuit sera fermé à 15 h. Alors, obligatoirement, nous, on sera obligés de bloquer du boss. Parce que du boss, c'est où passe la course. Et dès qu'on va bloquer du boss au niveau de Petit-Bourg et au niveau de la sortie du bourg, on est obligé, puisqu'il ne doit pas y avoir de véhicules, ni de bicyclettes, ni de mobylettes sur le circuit. Alors nous, on est obligé de fermer pour ne pas avoir de véhicules. D'autres secteurs aussi sont concernés par ces fermetures. Mais c'est que le bourg. Alors les gens qui seront dans le bourg, on passe effectivement, on va les informer, on les sensibilise aussi sur la course. En principe, ils sont très contents, puisque c'est aussi l'honneur aussi de Petit-Bourg.
Merci en tout cas Marie-Laure Cibou d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la présidente de l'association sportive athlétique de Petit-Bourg, association donc qui co-organise les 10 km NACAC de Petit-Bourg qui auront donc lieu samedi prochain, samedi 17. Merci. On va parler toujours de sport. Maintenant, je vous propose de découvrir un portrait, celui d'une jeune pensionnaire du pôle espoir au Crêpes. Elle s'appelle Naomi Nuiro. Elle a 16 ans et elle a découvert l'haltérophilie alors que son sport de prédilection est plutôt le judo. Éric Pommier a justement suivi l'une de ses séances d'entraînement. L'histoire de Naomi Nuiro n'est pas commune. Pourtant, issue du pôle judo, la jeune Marie-Galantaise, depuis un an, s'est essayée à l'haltérophilie. Coup de théâtre, Naomi y a découvert une nouvelle source d'épanouissement. Disons que c'est un problème de qualité physique. Vous savez, vous avez des athlètes qui ont des qualités naturelles et qui font un sport, tout de suite, il y a la progression qui se met en place. Et donc, c'est un avantage pour un entraîneur quand il a la chance d'avoir des athlètes qui possèdent de telles qualités. Naomi est visiblement un élément doué, engagé en championnat de France pour la première fois en mai dernier en Picardie. Surprenante performance, elle y a décroché une 3e place dans la catégorie cadet, a donc obtenu sa présélection pour les championnats d'Europe. À peine âgée de 16 ans, cette athlète à l'allure encore candide serait à même d'atteindre très vite un niveau international. En novembre, elle a à l'affiche un programme de sélection pour les prochains championnats de France. Une formalité, dira son entraîneur. Judokate confirmée et désormais haltérophile à la carrière internationale en devenir, Naomi Nuiro devra tôt ou tard faire un choix. Pas facile quand on a 16 ans. Je ne peux pas donner de réponse. Non, c'est pas évident parce qu'il y a des choix à faire, mais pour le moment, on est en double projet. Et ce double projet, on essaye de le mener à bien, à la fois pour le bien de l'athlète, et puis pour nous en tant que discipline, parce que ça nous permet aussi de valoriser et de faire voir aussi que des filles peuvent s'exprimer dans ce sport. Parce que maintenant, vous savez, dans tous les sports, il y a une mixité dans les pratiques. Et donc, quand il y a une jeune fille qui a des bonnes qualités, eh bien, pour nous, c'est un avantage. Ça nous met en valeur aussi la discipline. Et donc, c'est un avantage. En football, pas de match de DH ce week-end en Guadeloupe en raison du 4e tour de la Coupe de France. Dans la poule A, l'Étoile de Morne-à-l'Eau rencontrera à 15h les Red Stars de Pointe-à-Pitre. Ensuite, à 20h, l'USBM sera face à l'Amicale de Marie-Galante. Et puis toujours donc demain à 20h, cette fois-ci dans la poule B, le CSM affrontera l'US Sainte-Rose. La Juventus de Sainte-Anne, de son côté, se déplace à Basse-Terre pour affronter la Gauloise. Avant de vous laisser, un mot sur vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Ce sera un temps assez lourd, quelques éclaircies, mais globalement un ciel nuageux, voire même orageux. Certains secteurs d'ailleurs ne pourront pas échapper à quelques gouttes de pluie. Concernant les températures, elles seront comprises entre 30 et 33 degrés cet après-midi. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Une édition que vous pouvez voir ou revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayingo. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre information locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.